Merci beaucoup. Je voudrais illustrer le thème du titre qui a pu peut-être vous étonner, Nos futurs, vive l'avenir. On m'a attribué cette phrase, et je ne la dément pas, effectivement, mais il faut que je l'explique. Vous voyez ici un certain nombre des participants à la conférence climat de Varsovie, venus de tous les horizons, qui regardent avec une certaine angoisse quelque chose qui ressemble à leur avenir et qui n'a plus du tout la même forme que le futur auquel ils étaient préparés. Et donc mon bref exposé est simplement d'essayer d'opposer ces deux termes, futur, Jenny reviendra là-dessus, qui est une idée très datée en quelque sorte, qui a une histoire très précise. On a eu un futur, on ne l'a plus. Ce futur dépendait de certaines conditions d'existence qui ont disparu. Et maintenant on a quelque chose qui est très différent, qui est un avenir qui vient à nous. Et c'est cette différence entre le futur qui partait du présent vers quelque chose qui avait l'air d'être en face de nous, qui était souvent d'ailleurs à la fois révolutionnaire et en même temps très traditionnel, mais l'avenir, alors là, a une forme complètement différente. C'est quelque chose de beaucoup plus troublant, parfois tragique, qui vient à nous. Je pense que vous avez tous vu un exemple parfait dans le film de Gravity, puisque nous sommes tous un peu comme Ryan Stone, nous rêvions quand nous étions enfants, pour les gens de ma génération en tout cas, que nous allions nous exporter dans l'avenir, et dans le futur, pardon, et puis nous nous apercevons que successivement, chacune des stations spatiales que nous avions envoyées, au moins dans le film, est détruite, et on est assez content à la fin de voir, pardon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vous dirai pas à la fin, mais enfin, toutes ces stations sont détruites. Et c'est un film très intéressant pour cette affaire de différence entre futur et avenir, parce qu'en tout cas, c'est plus l'expansion futuriste dans l'espace, c'est au contraire une espèce de rétraction avec tous les problèmes que peut poser cette rétraction, alors qu'il faut continuer à innover, évidemment, et à inventer des formes de vie, mais des formes de vie qui n'ont plus le caractéristique futuriste. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, de même pour prendre un autre exemple d'un film que certainement tous ont vu, et là je peux donner la fin, puisqu'elle est catastrophique, c'est évidemment le film de Lars von Trier, et là vous voyez le globe, l'autre globe, cette planète dont on ne sait pas trop pourquoi elle est là, qui vient impacter cette petite maison artistique construite par les trois protagonistes du film, et la Terre explose, ce qui est une métaphore, évidemment, non pas que la Terre va vraiment exploser, mais que quelque chose qui était le globe a changé de sens, et maintenant quelque chose d'autre vient à nous, et même la notion de globe doit être modifiée, alors que dans la version futuriste, ce globe, c'était de nouveau l'extension de nos activités à l'ensemble de la planète, et maintenant c'est la planète qui vient vers nous et qui nous fait exploser. Dans ce film, il y avait un assez joli exemple, si vous vous rappelez, qui était un tout petit objet scientifique très simple, une espèce de petite boucle en fer qui permettait aux protagonistes de voir si la planète qui menaçait la Terre grandissait à l'intérieur de ce cercle ou au contraire diminuait. Si elle diminuait, ça veut dire que la planète n'allait pas impacter sur notre bonne vieille Terre, mais si elle grossit à l'intérieur de ce cercle, ça veut dire qu'elle vient impacter la Terre. Et c'est évidemment ce qui arrive dans le film. Deuxième exemple assez frappant de quelque chose que les artistes captent évidemment plus rapidement que les intellectuels ou les sciences sociales ou les politiques, qui est la fin d'une forme d'avenir, d'une forme de futur qui était autrefois, dans les années 60, ce que nous imaginions comme notre cadre spatio-temporel. Mais ce n'est pas les artistes simplement, c'est ça d'une particularité de cette transformation, c'est que c'est d'abord les scientifiques. C'est d'abord les scientifiques qui sont les plus inquiets, les plus alertés, les plus précis et qui se connectent par mille canaux avec les artistes. Vous connaissez maintenant, je pense, le mot d'anthropocène qui caractérise justement cette situation, et on peut dire le futur, au fond, c'était une version holocène, c'était une version du moment où le cadre de vie dans lequel on était, le cadre temporel, matériel, était relativement stable. Et il y a une version différente, une version anthropocène, dans laquelle le futur n'a plus vraiment de place, mais quelque chose d'autre qu'on peut appeler justement l'avenir. Et c'est assez compliqué à comprendre, mais ce schéma qui a été proposé par Stephen, qui est un de ceux qui a proposé le nom d'anthropocène, vous marque assez bien la situation. Donc quand on a en 1900 le petit quadrilatère que vous voyez en bas, c'est l'empreinte des humains sur Terre à partir de trois variables, évidemment discutables, c'est assez grossier, mais c'est l'échelle qui nous intéresse. En 1900, vous voyez, c'est le petit quadrilatère, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1950, c'est-à-dire la naissance 3 ans après ma naissance,
peut-être la naissance de certains d'entre vous ici, le quadrilatère était encore très petit. C'est-à-dire que la génération qui est née dans ces années-là, en 50, a participé à cette fantastique expansion dont nous avons tous bénéficié, mais qui est aussi un impact sur le système Terre qui est sans commune mesure avec les deux autres petits quadrilatères que vous voyez en bas. Et donc, en 60 ans, l'empreinte des humains terrestres est telle que les géologues, c'est une idée de géologues, ont décidé d'appeler Anthropocène la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire quelle est la force géologique la plus importante qui modifie l'existence sur la planète. Eh bien, ce sont maintenant, désormais, les humains. Les humains, ni vous ni moi individuellement, mais les humains sous une forme qui n'a pas d'existence politique, mais qui représente néanmoins une force géologique. Et le problème, évidemment, le problème d'écoles comme la nôtre, c'est de transformer une force géologique en une force politique, ce qui n'est pas évident. Voilà les époques, et c'est assez amusant de voir que les scientifiques essayent de trouver une époque qui est tellement petite. Vous savez, l'Holocène, c'est cette toute petite période en bas à gauche, cette dernière petite période. Je ne sais pas si j'ai Oups, non, je n'ai pas, visiblement. J'ai fait une erreur très grave, j'ai appuyé sur un truc en croyant que c'était un laser, et là, il faut que je demande à la technique. Non, ça va. Et donc, c'est toute petite, ce petit trait, n'est-ce pas, tout ce qui est... Nous sommes tous là. C'est-à-dire l'épaisseur du trait. Et c'est là où se transforme très profondément, ce qui pour les géologues est un peu surprenant, car les géologues sont habitués à des périodes très longues, et là ils sont obligés de définir une période géologique très courte. Le troisième concept, c'est celui de limite, cette idée qui est tout à fait manifeste dans le film Gravity, mais qu'on retrouve scientifiquement dans les travaux de tous ces écologistes et de ces géologues, c'est l'idée de limite planétaire. C'est-à-dire que cet espace infini qui était celui dans lequel le futur pouvait se déployer se retrouve transformé en quelque chose pour lequel l'avenir est d'abord conçu comme une contraction. Nous avons déjà dépassé au moins deux de ces dimensions qui sont sur... Évidemment, tout ça est discutable, est-ce que c'est les bons critères, est-ce que ce sont les bons calculs, mais c'est juste pour donner une échelle. Nous avons déjà dépassé sur un certain nombre d'éléments les possibilités de support de cette Terre. Donc en fait, on se trouve aussi dans la situation du héros de Gravity à l'intérieur de sa station spatiale, si on accepte la métaphore de la station spatiale. C'est notre station spatiale qui est maintenant en voie de détérioration rapide, sauf qu'elle, elle en a encore une autre. Elle peut dire « Houston, we have a problem, but we cannot ». Parce que si on dit « Houston, we have a problem ben, », il n'y en a pas. Il n'y a pas de Houston, il n'y a pas de base. Et donc c'est pour ça que le futur et l'avenir vont dans des directions assez distinctes, un futur d'expansion et un avenir de saisie de quelque chose qui vient à nous, auquel on n'avait pas pensé, ça n'a pas tout à fait les mêmes dimensions. Et en fait, pratiquement, nous nous trouvons dans une situation qui ressemble à la situation du XVIe siècle, et c'est pour ça que toutes les activités universitaires, morales, philosophiques, artistiques, industrielles, éthiques, économiques sont en train d'être complètement bouleversées, de même que l'ancienne Terre que vous voyez à gauche a été complètement bouleversée à partir du XVIe siècle par la découverte des nouvelles terres. Ben, nous nous trouvons dans la même situation, sauf qu'on n'a pas de carte, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, on ne sait pas comment faire, parce que nous découvrons une nouvelle terre qui n'est pas une terre en extension, une terre qui s'ajouterait aux autres terres, mais une terre en intensité, en quelque sorte. C'est la terre qui a une nouvelle forme, qui, sous nos propres pas, une terre que l'on croyait connaître, se trouve en situation d'agitation et de modification qui dépasse nos capacités de cartographier, d'enquêter, et qui exige, et c'est un des points très importants évidemment à Sciences Po pour nous, la fusion, ou en tout cas la collaboration entre des disciplines de sciences sociales, économiques et scientifiques. À partir du moment où les humains sont devenus une force géologique, la distinction entre sciences sociales et sciences naturelles n'a plus beaucoup de sens. Et le problème, c'est que dans une situation où nous nous trouvions dans le passé, pour prendre un exemple célèbre, qui est le symbole même de l'empire espagnol, plus ultra, c'est-à-dire le fait qu'on va toujours pouvoir aller plus loin dans une perspective qui reste celle du futur, même si le futur n'est pas une idée aussi ancienne que l'empire espagnol, on doit quelque chose d'autre, très difficile à comprendre, que j'associe au terme d'avenir, qui est plus intra. Il va falloir, à l'intérieur des conditions de vie, dans un espace et dans un temps qui a changé de forme,
développer des habitudes d'innovation très profondément différentes de celles que nous développions du temps où nous avions un futur. Et pour essayer de faire entrer dans vos esprits par quelque chose qui n'est pas forcément un concept, mais qui est quelque chose intermédiaire entre un concept et une œuvre d'art, j'ai demandé à une danseuse, dans Sciences Po d'ailleurs, puisque nous avons maintenant des ateliers artistiques qui sont une des fiertés de cette maison, à une danseuse de jouer un rôle qui est un peu lié à cette fameuse figure de Walter Benjamin qui est l'ange de l'histoire, Angelus Novus, qui est cet ange qui, au moment où il se déplace toujours en laissant derrière lui des destructions. Donc il se déplace comme ça, c'est-à-dire il se recule et il laisse un champ de destruction. Mais j'ai demandé à cette danseuse de jouer cette transformation du futur en avenir. Donc à quoi ressemble quelque chose, à quoi ressemble cette modification, cette conversion en quelque sorte, à laquelle nous devons nous habituer. Vous allez voir un film très bref, il dure 1 minute 30, dans lequel la danseuse est filmée 2 fois dans 2 positions différentes. L'une dans laquelle elle est en train d'avoir un futur, à l'ancienne, si je veux dire. L'expression est un peu bizarre, mais un futur à l'ancienne. Jenny vous expliquera ce paradoxe. Elle fuit les horreurs du passé. Seulement, le problème, c'est que l'avenir, au milieu de sa course, la convertit, la transforme, et brusquement, elle voit arriver devant elle l'avenir. Et donc, elle quitte une horreur, et le futur était très largement l'horreur de l'archaïsme, du passé, des attachements, de l'ensemble des choses que nous avons quittées en devenant modernes, et on se retrouve devant un avenir, et là, quelque chose vient à nous qui n'est pas forcément toujours extrêmement réjouissant. Donc vous allez la voir dans un split screen, c'est-à-dire vous allez 2 fois, c'est la même caméra, c'est deux caméras, mais c'est 2 mouvements différents de la même personne, vus par une caméra d'un côté, au 28 rue des Saints-Pères, et l'autre caméra de l'autre côté, ça dure 1 minute 30, nous là l'écoutons en silence. En espérant que ça marche, bien sûr. Elle s'enfuit, elle part, elle fuit. Elle a un futur, là. Son futur, c'est ce qu'elle regarde. Elle est l'ange tracique de l'histoire. Mais là, elle s'est retournée. Et maintenant, quelque chose d'autre se passe. Et là, elle devient l'ange de la géo-histoire. C'est-à-dire, elle devient l'ange d'un autre futur, qui est maintenant plutôt quelque chose qu'il faudrait appeler avenir. Et elle n'a pas l'air de trouver que c'est extraordinaire. Elle a reculé avec horreur du passé, elle se retourne saisie par quelque chose d'autre. Stéphanie Ganacho, qui est une très grande danseuse, qui a accepté de jouer ça pour moi. L'avenir, voilà l'avenir. Vous voyez l'avenir. Et elle commence à reculer un peu plus. Je ne l'avais pas demandé, mais elle le fait. Elle recule en plus. Alors qu'elle vient de reculer déjà, maintenant elle recule dans l'autre sens. Et là, elle voit l'avenir en face. Elle voit le même avenir que celui de Gravity, que celui des films dont je parlais de Lars von Trier, quelque chose qui est un peu distinct de cette, disons, de l'idée futuriste, qui ne veut pas forcément dire décourageant, mais c'est certainement quelque chose d'autre. Et c'est cette nouveauté, le fait d'arriver à une nouvelle Terre, mais une nouvelle Terre qui ne va pas être en extension comme on le croyait avant et comme on l'a cru à partir du XVIe siècle. On découvre une nouvelle Terre et donc tout est possible et tout s'ouvre. Et ça, c'était formidable. Et on a connu ces successions d'ouverture de l'espace où on a, grâce à ça, évidemment, pu beaucoup innover. Et maintenant, il va falloir innover, continuer à innover, mais dans une situation qui est très profondément différente dans la situation de l'espace et dans la situation du temps et la situation de l'espace. Et c'est pour ça que vous voyez là la pièce de théâtre dont j'ai été un peu un des promoteurs, qui s'appelle Gaia Global Circus, qui a été joué à Reims il y a 2 jours, et qui essaye de jouer de rendre visible cette situation non pas temporelle mais spatiale, en transformant le décor en l'acteur principal de la pièce. Et donc notre problème d'arriver à innover, à inventer, à trouver des formes de vie, c'est que nous ne sommes plus dans un espace où nous pouvons être sur scène avec un décor stable. C'était la situation holocène, la situation classique que la civilisation a connue depuis 10 000 ans.
mais on se trouve dans une situation où le décor lui-même est instable. Ce que nous avons essayé de jouer, et de simuler, avec un vrai simulateur en quelque sorte, une idée à la fois d'artiste et de science dans cette pièce, en ayant un décor qui est lui-même l'acteur principal et qui bouge, qui est accroché par des ballons d'hélium, et qui bouge à l'intérieur de cet espace, qui donc annule le calme avec lequel l'histoire humaine pouvait se développer dans un cadre qui était quand même, malgré tout, stable. On s'égorgeait avec beaucoup de plaisir, et on a eu beaucoup de plaisir à le faire pendant des générations, mais au moins, il y avait toujours une géopolitique, une géo sur laquelle la politique pouvait jouer. Le géo restait stable, la politique bougeait. Maintenant, le problème, c'est qu'une Gaïa politique, pour lui donner son nom, les deux choses sont instables, la politique et la Terre. Il va falloir s'habituer à ça, c'est l'avenir qui vient à nous, c'est pas forcément décourageant, c'est pas extraordinairement réjouissant, parce que ça oblige évidemment à inventer et non pas simplement à imaginer un futur qui est la continuation du passé ou une version révolutionnaire par rapport au passé. Et c'est toute cette transformation, cette série de mutations intellectuelles, économiques, morales aussi, théologiques, religieuses, spirituelles, que nous essayons de capter par ce terme de avenir. Je vous remercie.